Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académie, proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques, pour jour après jour vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt. Cher Dr Mouissé, dans ce nouvel épisode de Paroles d'experts d'Energetica Natura, j'aimerais approfondir avec vous l'intérêt de la micronutrition et des actifs naturels pour améliorer la qualité de vie des patients, qui est profondément altérée, on le sait, par les dommages collatéraux qui sont issus des traitements qui sont évidemment donc incontournables dans la guérison des patients, mais dont l'efficacité thérapeutique est basée sur la cytotoxicité. Alors de toutes les interventions de votre colloque, notre regard sur le cancer, dont vous partagez d'ailleurs généreusement les contenus donc avec le grand public dans la chaîne YouTube du Centre Ressources, l'un des messages clés que je retiendrai, c'est que pendant les protocoles thérapeutiques, toute supplémentation doit faire l'objet d'une évaluation médicale préalable, établie en fonction du type de cancer et des molécules utilisées, pour valider un effet synergique positif avec le traitement. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs pourquoi il est sage de ne pas déroger à cette règle ? Je dirais qu'il faut moduler dans le sens de le côté médical, au sens de il faut des compétents, des gens compétents qui ont une formation, qui sont capables de juger. Parce qu'effectivement, d'abord, premier point, est-ce que c'est inutile de prendre des compléments parce que j'ai mal interprété les effets secondaires liés à ce traitement ? Là, je dois donner des choses qui correspondent à la toxicité du traitement. Évidemment. Et je dois me focuser parce que je peux donner aussi une liste comme ça de compléments. Mais après, financièrement, c'est pas possible. 2, être tout le temps en train de prendre des choses. L'objectif n'est pas de rendre le patient comme un médicament ambulant qui fait que prendre des pilules tout le temps. Évidemment. Sinon, c'est toujours dans la maladie. Bon, bref. Donc, on doit avoir quelque chose de pertinent. Et pour ça, du coup, il faut une formation. Une formation de qualité, donc médicale. Et puis aujourd'hui, il y a des formations en médecine nutritionnelle et fonctionnelle de qualité. Donc, on est d'accord, c'est dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le constat, c'est quand on demande aux patients qui vous a conseillé, c'est aujourd'hui, on est dans du 0% mon oncologue. Donc l'évaluation médicale, elle est par des praticiens en santé qui sont formés. Ça peut être des médecins, mais ça peut être des paramédicaux et des gens, c'est possible, très bien formés à la question. Voilà, première chose. Donc ensuite, il faut forcément identifier... pour telle thérapeutique, quel est le problème ? Si j'ai une thérapie ciblée, est-ce que c'est des problèmes digestifs auxquels je devrais faire face ? Est-ce que c'est des problèmes plutôt de peau ? Et du coup, j'anticipe autant que possible pour que, effectivement, les effets secondaires soient contrés, rendus minimisés, pour que ce soit plus acceptable. Et on va contribuer en faisant ça à la compliance au traitement et donc à l'efficacité. Oui, c'est super important la compliance au traitement. Voilà. Après, dans certaines situations, on verra si on va plus loin en se disant je vais donner ça pour essayer d'améliorer l'efficacité. Mais si déjà on se met comme objectif d'améliorer la qualité de vie, la tolérance, c'est déjà très très bien. Parce que de toute façon, en faisant ça, indirectement, vous contribuez à la meilleure compliance et donc à la meilleure efficacité. Donc on va se mettre ça comme objectif, parce qu'effectivement dans notre échange, on est d'accord, on ne va pas rentrer dans certains composés actifs qu'on pourrait donner à des doses pharmacologiques. Non. C'est une autre histoire, c'est une autre formation. Ça demande d'autres compétences. On est d'accord sur des molécules dont on entend parler sur Internet. Là, on parle des compléments alimentaires. Donc on parle des compléments alimentaires au sens des composés actifs naturels qui soient sous forme de vitamines, de pilules, de phytothérapie ou dans certaines situations, pourquoi pas via l'alimentation orientée. Donc dans ce cadre-là,
les composés actifs vont vraiment pouvoir bénéficier. Et on peut parler des mucites qui peuvent être terribles, par exemple, qui peuvent être terribles pour on ne peut plus manger, on ne peut plus boire. Voilà. Et donc, du coup, on a des preuves sur les effets classiques du bicarbonate que les médecins connaissent et donnent, mais qu'on peut optimiser c'est des choses simples, finalement, en mettant des choses dedans. Bien sûr, et qui fonctionnent très bien. Voilà, et le mécanisme, il n'est pas compliqué. Non. Je donne bicarbonate, je désacidifie, donc du coup, les champignons présents normalement dans la bouche ne profitent pas de la situation pour proliférer et réduire le goût, provoquer des aftes, etc. Donc je vais donner des substances qui vont aider, puisque si c'est qu'il y a une inflammation qui déprime l'immunité, qui va donc favoriser le développement des champignons, ou si c'est que la cicatrisation est détériorée. Oui, tout dépend de la problématique, bien sûr. On est sur des problématiques. Du coup, on va donner des bains de bouche avec de l'aloe vera, des bains de bouche avec du curcuma. Ça pourra se mélanger d'ailleurs. Donner des actifs qui vont aider la cicatrisation, comme le zinc. Donner des substances qui sont protectrices, qui forment un film protecteur, comme le pissenlit, la guimauve. On va faire plus ou moins des cocktails. La chlorophylle aussi peut être intéressante. Des substances qui sont protectrices, assainissantes dans certains cas, qui peuvent être chélatrices, c'est-à-dire éviter que le toxique, parce que dans un mode d'action, c'est que le médicament, la chimio ou la thérapie civile est éliminée par la salive, et de contact est toxique. Et puis il va être toxique du coup tout au long. Donc si vous donnez des choses comme de la zéolite, de la chlorella, la spiruline, vous serez intéressant parce que vous aurez cet effet chélateur. C'est-à-dire vous prenez en charge la substance toxique et vous l'emportez avec elle dans les selles. Elle est neutralisée et du coup elle a moins d'impact. Très bien. Alors malgré tout, Dr Mouisset, peut-on raisonnablement envisager que certains composés nutraceutiques puissent être utilisés sans risque d'interaction avec les traitements, quel que soit le contexte, pour prévenir certains effets secondaires? Donc, je sais pas, moi je pense spontanément à la vitamine D. Est-ce que la vitamine D, elle est compatible donc avec les traitements conventionnels, ou il y a d'autres choses à laquelle vous pensez? Donc on est d'accord qu'elle doit l'être, puisque naturellement elle est présente et qu'elle est nécessaire et indispensable à l'organisme pour un bon fonctionnement. Donc nécessairement, je dirais, c'est plutôt le contraire, le médicament doit s'adapter à la vitamine D et en apporter, pose pas de problème, parce qu'on sait qu'elle a des effets, je dirais, aidants, parce que toute seule, elle ne va pas traiter un cancer, mais par contre, elle peut prévenir. C'est moins de récidive d'un cancer du sein, par exemple, c'est du 10-20%, avec un bon dosage de vitamine D. Si la population, étude de population générale, un bon taux de vitamine D, c'est 15% de cancer en moins, tout cancer confondu. Alors quand vous dites un bon taux, c'est une fourchette à peu près? Là, on parle de combien? taux qui sont au moins supérieurs à 40 nanogrammes par millilitre. Mais on sait qu'il faudrait aller plus loin. Mais rien que dans des taux de population. C'est simple, en fait, la vitamine D, quand elle est bien, c'est on vieillit en bonne santé. Les personnes qui vivent le plus longtemps en bonne santé sont celles qui ont un bon taux de vitamine D. Donc c'est un élément indispensable à la santé en général, et c'est tout à fait compatible puisqu'il n'y a pas d'interaction avec les thérapeutiques conventionnelles. Elle va être pro-apoptotique, elle va aider l'immunité, elle va être antiproliférante. Enfin bon. Oui, elle est anti-inflammatoire. Oui, anti-inflammatoire aussi. Ça on oublie. Elle est faite vers le cerveau aussi. Elle est un peu antidépresseur parce qu'elle réduit l'inflammation. Ça réduit la... Bon. On a assez d'éléments pour dire que c'est intéressant, que c'est multifonctionnel, que c'est absolument pas suffisant tout seul, on est bien d'accord. Oui, parce que d'ailleurs, elle a besoin, par exemple, de la vitamine A pour avoir son plus. Action sur la régulation génique. Donc c'est un bon exemple parce que ça montre aussi que voilà, elle est indispensable et en même temps, elle ne peut pas agir toute seule. C'est-à-dire qu'elle a besoin de cofacteurs, au minimum la vitamine E, pour être transportée, pour aller dans le noyau, donner son action, mais elle aura besoin de magnésium pour être transformée, activée. Oui. Donc effectivement, en fait, il faut toujours penser cofacteurs. Non, et jamais penser micronutriments seuls, comme vous l'aviez dit lors de l'épisode précédent. Alors, vous rapportez aussi que l'un des enjeux pour limiter la toxicité de la chimiothérapie est d'agir le plus rapidement possible, donc après l'action pharmacologique du traitement, pour notamment éviter cette accumulation prolongée des molécules toxiques, et donc pour protéger et soutenir la régénération des tissus sains.
Donc, dans cette optique, il y a de nombreuses publications qui valorisent les bienfaits hépatoprotecteurs et détoxifiants du curcuma. Alors, en pratique, quelle fenêtre d'utilisation préconisez-vous pour l'utilisation du curcuma? Alors, en pratique, normalement, on pourrait l'utiliser tout le temps, en continu. Vous ne ferez pas d'erreur. D'accord. Il y aurait une précaution avec ce qu'on appelle une chimiothérapie qu'on appelle le campto ou camptothecine, D'accord. parce qu'elle est éliminée par le foie et que le curcuma peut interagir avec son élimination. Par précaution, ça serait logique, c'est logique de ne pas le prendre le jour de la chimiothérapie. Oui. Voilà. Évidemment. Et si vous avez des doutes encore plus grands, Plutôt le la lendemain. veille, le jour et le lendemain, Oui. on va éviter de l'utiliser. D'accord. Mais dès le lendemain, en théorie, on peut, puisque justement le but est de l'éliminer, d'aider à l'éliminer rapidement. Voilà. C'est pratiquement la seule vraie interaction sur laquelle on va être prudent, mais c'est une interaction qui est même relative. Très bien. Après, comme le curcuma à forte dose a un effet antithrombotique comme l'aspirine, avant une opération, ce n'est pas adéquat. Évidemment. Donc on va l'éviter une semaine avant et on va attendre la cicatrisation au moins une semaine après, au moins, et certaines situations on attendra même plus. Donc on va dire si vous ne savez pas bien, une semaine avant, non, le mois qui suit une opération, non plus. Il y a d'autres substances, il n'y a pas que le curcuma, Oui, évidemment, donc voilà. évidemment. Mais après le curcuma, il est synergique et aidant avec pratiquement toutes les chimios. Il a des synergies d'action puisqu'il a l'intérêt d'être anti-inflammatoire, donc il va aider la bonne élimination, le bon fonctionnement hépatique, donc la bonne élimination des médicaments en général. Il a des effets importants anti-angiogéniques, par exemple. Il aidera une immunothérapie. Oui. Il est antioxydant, ou en tout cas il aide les processus antioxydants à mieux fonctionner. Donc tous ces effets anticancéreux associés font que c'est une bonne synergie avec les thérapeutiques en général. Voilà. Mais si vous avez un doute, évidemment, qu'il y a d'autres substances, il n'y a pas que lui. Et après, est-ce que vous l'utilisez justement ce curcuma aussi pour parer à d'autres toxicités médicamenteuses? En fait, quand on aide, encore une fois, à accompagner l'efficacité d'un traitement, on accompagne aussi souvent la toxicité. Donc, avec des taxanes, ça va réduire les risques de neuropathie. Ah voilà, ce qui est neuropathie. Bon, la vitamine D dont on parlait tout à l'heure, c'est une étude récente montrait que vous diminuez par 2 les neuropathies s'il y a apport de S'il y a vitamine un bon D. taux de Voilà, c'est un bon taux de vitamine D Ouais. versus mauvais taux. Donc vous voyez que c'est intéressant. Parce que vous vous dites, est-ce que ça traite? Non, mais ça aide à mieux traiter. Donc, de toute façon, oui, toutes ces approches, dans leur objectif, si vous améliorez la tolérance, c'est déjà gagnant au sens de l'efficacité, et vous avez bien sûr le gagnant sur la qualité de vie. Et l'observance aussi, Et derrière, comme j'ai dit, l'observance. Ouais. Oui, tout à fait. Alors donc justement, cette fenêtre-là que vous employez avec le curcuma, par exemple, donc le fait de ne pas l'utiliser le jour J de la chimio, par exemple, est-ce qu'on peut aussi l'appliquer à d'autres types de nutraceutiques aussi également? Alors, par exemple, la détoxication. Oui. Si vous voulez aider la détoxication hépatique, alors écoutez bien, parce que ça permet de comprendre. Il y a souvent une crainte de ça va interagir. Quand on fait un traitement par perfusion, le médicament diffuse par voie veineuse. Il n'y a pas d'effet de premier passage hépatique. C'est-à-dire que le médicament, il agit, il est libre. Il va directement à sa cible. Et après, il doit être éliminé. Donc, le fait de favoriser la détoxication hépatique n'est pas un problème sur l'efficacité. Tout à fait. Vous allez permettre d'améliorer l'élimination et du coup agir sur les problèmes de toxicité. Donc, sur les traitements par voie veineuse, et j'insiste par voie veineuse, pas par comprimé, il n'y a pas d'effet de premier passage hépatique et donc il n'y a pas de risque d'interaction. C'est pour ça que je disais que même le curcuma et le campto, la chimio, c'est très relatif. Il y a même des études qui disent qu'il n'y a pas de problème. On va rester prudent, mais vous favorisez l'élimination du campto qui de toute façon a agi par ailleurs. Voilà. Par précaution, vous ne le prenez pas, mais c'est très relatif. Par exemple, le jus de pamplemousse, comme il est bloqué, entre guillemets, dans son passage par l'intestin, et qu'il va agir sur les cellules intestinales, mais que la fixation de la molécule qui agit, elle est irréversible,
au niveau des cellules intestinales, il n'y a pas de passage ou absolument négligeable dans la circulation. Et donc, pas d'impact sur le métabolisme du foie. Donc le jus de pamplemousse n'aura pas d'impact sur tous les traitements par voie veineuse. Non, mais ça, c'est fondamental ce que vous dites, Oui. parce qu'on a tendance à l'oublier. Hein. C'est vraiment une subtilité, mais, mais c'est vraiment un gros impact. Voilà, c'est ce qu'on appelle les subtilités, mais que s'ils sont juste fondamentales. Mais oui. Hein? Parce qu'en fait, encore une fois, on ne prend pas suffisamment de hauteur par rapport aux choses. Et quand on réfléchit 2 secondes, en effet, ce que vous dites, bah oui, la majorité des interactions médicamenteuses sont au niveau hépatique. Donc voilà. Et donc ça passe, c'est avant tout le premier passage hépatique. Et du coup, ça concerne surtout les comprimés. Très bien. Et donc, les voies veineuses, vous êtes très très libre parce que, comme j'ai dit, la chimio agit par le passage veineux, le pic de concentration, puis ça baisse. Et plus ça baisse, et moins il y a de résidus, et moins il y a de toxicité. Par contre, les médicaments par comprimé, eux, c'est plus complexe parce qu'ils doivent être assimilés par l'intestin, ils vont passer par le foie. Parfois, ils doivent être activés par le foie. C'est-à-dire que je prends le capecitabine, une chimiothérapie par voie orale, elle doit être activée par le foie pour devenir efficace. Donc, évidemment qu'il faut qu'un foie soit fonctionnel. On est dans un autre contexte. Ouais. Mais du coup, attention au risque d'interaction. Si vous avez un foie qui est super actif et qui, du coup, détoxifie, neutralise le médicament, du coup, il ne sera pas efficace. Ou le contraire, qui n'agit plus et qui fait que le médicament, il est suractivé. Bon, vous avez l'exemple avec les statines, certaines statines. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que certaines statines, pas de métabolisme hépatique, donc on s'en fout. Ouais. Par contre, certaines statines passent par l'intestin. En passant par l'intestin, ils sont transformés déjà au niveau intestinal. D'accord, il y a une métabolisation. Et s'il y a le jus de pamplemousse qui est passé par là, l'activité, la concentration du médicament risque d'être augmentée par 10 à 20. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir pris un comprimé, j'ai pris la bonne dose, j'ai pris 20 comprimés. Wow. Ça correspond là, les gros impacts. Hein, là, il y a un risque d'effet secondaire. Après, deuxième notion qu'on doit bien avoir à l'esprit, c'est quel est le risque de toxicité du médicament. C'est-à-dire que si je prends un anti-aromatase, l'exemestane, l'étrozole, le troisième, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il y a 3 anti-aromatases existants, mais si vous avez un médicament qui fait qu'il agit plus longtemps, quelle est la gravité ? Le médicament en soi n'a aucun effet secondaire. Sa toxicité, c'est le fait que les hormones diminuent. C'est-à-dire que la toxicité, elle n'est pas due au médicament, elle est due à l'effet du médicament qui est je fais baisser la production d'hormones par les graisses. Donc mon corps risque de souffrir du manque d'hormones. C'est le manque d'hormones qui va faire souffrir, donner des effets secondaires qu'on peut connaître, qui sont les raideurs articulaires, douleurs, troubles cognitifs éventuellement. Voilà. Mais le médicament en soi, il n'a aucun effet secondaire, lui dans ça. Donc s'il est trop dosé, c'est pas dramatique. Et dans ces situations où pourtant je vois passer des recommandations de pharmaciens qui disent ne prenez pas le curcuma parce qu'il interagit avec l'anti-aromatase, en oubliant que, comme j'ai dit, ouais, mais mon curcuma, il aide le foie à fonctionner. Or, les hormones sont éliminées par le foie. Et si le foie élimine mal les hormones, on va avoir des hormones toxiques qui reviennent 5 à 100 fois plus actives. Donc, vous interdisez le curcuma alors qu'il a un effet extrêmement bénéfique sur l'élimination des hormones, sous prétexte qu'il empêche l'aromatase de faire baisser le taux d'hormones. Mais vous les faites baisser de 0 à 100, par 100, sauf que vos 1% d'hormones résiduelles, si elles sont mal éliminées par le foie, elles vont être suractivées, 5 à 100 fois plus actives. Donc vous avez presque, entre guillemets, ça n'a pas marché ce que vous avez fait. Donc je suis en train de vous expliquer que à chaque fois doit être réfléchi comment l'interaction se fait, quelle est la conséquence pour en faire une interaction qui est à connaître, une interaction vraiment qui est de contre-indication absolue, c'est très rare, relative, oui, mais rarement un problème. Donc en tout cas en cancérologie, il y a très peu de situations où les médicaments vont être un problème absolu. Et là, c'est intéressant quand même de jeter un œil sur le Vidal pour être sûr que vous ne faites pas une bêtise, parce que ça, ce sera marqué sur le Vidal. Ouais. D'accord, très bien. Alors, dans la dernière édition de votre colloque, vous illustrez vos propos de données cliniques publiées qui valorisent
des effets thérapeutiques vertueux d'une co-administration de composés naturels comme le curcuma avec quelques molécules thérapeutiques identifiées. Vous prenez également l'exemple de la N-acétylcystéine dont on a parlé dans l'épisode précédent, qui prévient les dommages hépatiques de l'acétaminophène, plus communément appelé le paracétamol, et dont différentes études montrent qu'elle optimise aussi les effets de l'immunothérapie. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle des mucites. Les mucites, elles font partie des désagréments que l'on rencontre fréquemment donc, dans les protocoles. Quel est votre retour d'expérience sur l'utilisation de l'aloe vera en gel buvable dans cette indication ? Un des intérêts de l'aloe vera, je ne suis pas le spécialiste de l'aloe vera, mais un des effets bénéfiques, c'est ce côté favorisant la cicatrisation, un effet protecteur et cicatrisant sur la muqueuse digestive du début à la fin, enfin, surtout bien sûr au niveau buccal et au niveau jusqu'à l'estomac, mais aussi après. Oui. Donc c'est intéressant dès qu'il y a une mucite ou une gastroentérite, ce qui est la même chose, c'est-à-dire une diminution d'épaisseur de la muqueuse digestive de la bouche ou de l'estomac ou de derrière, d'après. Donc on va avoir un effet soutenant, un effet cicatrisant, un effet apaisant. Donc c'est une utilisation qui est rationnelle. Après, comme toujours, ça convient pas. Et il faut, a priori, l'associer surtout à d'autres choses. Oui, c'est-à-dire que ça va être bien associé, comme j'ai dit, j'ai expliqué tout à l'heure, le zinc qui va être cicatrisant. Oui. Des probiotiques qui pourront être pour la bouche, si c'est des probiotiques. Oui, pour le microbiote idéalement buccal. Pour le microbiote buccal, qui vont être protecteurs parce que dès qu'il y a une mucite, on favorise les germes pathogènes qui profitent et se régalent de la situation. Et s'il y a bien sûr des probiotiques pour les calmer, ça va réduire cette inflammation, ça va favoriser la cicatrisation. Je veux quand même, juste pour nos auditeurs, quand il y a des mucites très importantes, pensez toujours à dire à vos patients, est-ce qu'il n'y a pas un risque de neutropénie, c'est-à-dire de chute de l'immunité à cause du traitement ? Parce que c'est vraiment une des causes de mucite, c'est dans ces cas-là la chute de l'immunité. Et ça peut être une urgence dans certains cas vitale. Donc pensez quand il y a mucite importante avec un muguet, pensez à demander à faire une prise de sang, vérifier les neutrophiles pour qu'on corrige ça. Ça, c'est les médecins qui le feront. Oui. Parce qu'il faut toujours penser à, c'est vrai, aider, soutenir les gens, mais à vérifier qu'il n'y ait pas derrière un problème grave. Oui, que ce ne soit pas un signal d'appel en fait, voilà. pour une immunodéficience. Ça, il faut le garder à l'esprit. D'accord. Alors, je vous propose qu'on parle maintenant de la L-glutamine. Alors, vous le savez, la L-glutamine, donc, dans un contexte de cancer, donc en termes de supplémentation en L-glutamine, fait toujours l'objet de polémiques. Qu'en pensez-vous et conseillez-vous la L-glutamine dans certains cas et à quel dosage ? Donc c'est bien parce que ça correspond exactement au problème des mucites. Ça fait partie des substances intéressantes qu'on pourrait mettre dans une mixture qu'on pourrait mélanger bicarbonate, aloe vera, glutamine, du curcuma, et hop, et ça, on a toutes les bonnes choses apportées qui vont aider à cicatriser. Pourquoi ? Parce que l'L-glutamine, c'est juste la protéine la plus utilisée par l'organisme pour les muscles, l'immunité et le système digestif, l'épithélium digestif. Donc c'est les trois protéines, c'est les protéines utilisées par ces trois tissus. Ouais. Donc quand il y a dénutrition, c'est là qu'il faut apporter le plus de L-glutamine. Cette glutamine, c'est l'aliment premier de l'épithélium digestif. Donc évidemment que si vous l'apportez, vous allez apporter quelque chose pour aider à réparer. Ouais. Le problème de la polémique, c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'en aidant l'organisme, j'aide pas le cancer ? Dans les années 90, on se demandait s'il fallait nourrir les personnes atteintes de cancer. Parce que si vous nourrissez le cancer. On a résolu la question quand même assez vite. Quand vous avez une dénutrition, et là j'insiste, une perfusion avec des glucides, lipides, protéines, même de base, même pas des oméga 3, etc. Enfin, ça sauve des vies, ça améliore le pronostic vital. Donc c'est quand même vraiment un niveau de priorité, gérer la dénutrition. Et même si c'est, je m'excuse, des aliments en canette, presque, je dirais, industriels, ça va jouer un rôle premier. Parce qu'il faut nourrir le système immunitaire Après, aussi. On est d'accord, la qualité, ça va être encore mieux. Et comme j'ai dit, la L-glutamine est indispensable pour l'immunité.
pour le système digestif et les muscles. Les muscles, c'est l'organe le plus important du corps. 40 à 50% du poids du corps. Il est anti-inflammatoire, régulateur immunitaire, enfin stimulant l'immunité. Il sécrète l'adiponectine qui est anti-cancéreux. Il réprime la leptine qui vient des graisses, qui est pro-cancer. Il régule le niveau hormonal. Il est régulateur de l'insuline, ce qui elle-même est pro-inflammatoire et qui peut générer un facteur de croissance comme l'IGF et qui est elle-même un facteur de croissance potentiel pour 80% des cancers. Donc le muscle, vous voyez l'importance d'être pas dénutri. Il faut préserver sa masse musculaire. La masse musculaire, le muscle est un gardien, vraiment un régulateur, une thérapie multicible. L'immunité, ça va, on sait très bien que c'est très important, même si ce n'est pas toujours la priorité dans la cancérogénèse, enfin dans ce qui est responsable de la cancérogénèse, des cancers sur lesquels l'immunité n'intervient pas, ne peut pas intervenir juste parce qu'en fait il ne reconnaît pas l'agresseur, hein. Il ne le reconnaît pas. Voilà. Il ne peut pas le reconnaître, il n'y a pas d'éléments différenciants, donc il ne peut rien faire. Mais c'est important sur le côté défense. Les traitements sont parfois, pas toujours, immunosuppresseurs. Et donc éviter les mycoses, éviter les surinfections, c'est essentiel. J'insiste sur l'aspect immunodépression aussi, j'en profite pour dire que les patients atteints de cancer ne sont pas immunodéprimés. C'est les cancers qui touchent le système immunitaire, donc les leucémies, les lymphomes, avec des traitements qui vont impacter et qui augmentent les risques, oui, de dépression immunitaire, notamment sur les virus. Il y a une immunodépression quand il y a dénutrition, vraiment, quand elle est présente. Il y a immunodépression s'il y a, comme je disais tout à l'heure, une chute des polynucléaires neutrophiles avec ce qu'on appelle une neutropénie, voire même une aplasie, où là, il y a un risque d'infection bactérienne. Mais je n'ai pas perdu un patient de la grippe en 30 ans. Hein, donc il ne faut pas me raconter qu'il y a une dépression, que les gens atteints de cancer sont déprimés. C'est des situations qui peuvent favoriser ça. Hein. Et donc, par rapport, je reviens à le problème principal qu'on a rencontré en cancérologie, c'est à chaque fois la problématique de si je soutiens le corps, l'organisme, est-ce que je ne soutiens pas encore plus le cancer ? Du coup, polémique, il faut donner à manger ? Oui. Est-ce qu'il faut donner des vitamines ? On l'a vu ? Oui. Ce qui, je pense qu'on peut quand même caricaturer en disant que le cancer se débrouille tout seul. Il n'a pas besoin de vous. Et quand vous apportez des choses, ceux qui en profitent, c'est surtout l'organisme qui est affaibli et qui a besoin d'être soutenu pour se défendre. Des exemples, je peux donner. Le jeûne, 24 heures avant une chimio, réduit les toxicités, n'empêche pas l'efficacité. Au contraire, même des études récentes sont en train de montrer qu'on améliore l'efficacité en faisant un jeûne de 24 heures avant une chimio. On a même un effet favorable sur l'efficacité des traitements. Alors, je mets une petite tampon, parenthèse, en disant ça reste encore à démontrer. Moi, je vais participer d'ailleurs à une étude dans mon centre sur le jeûne mimétique. On va faire comme un jeûne, un type de jeûne avant les chimios. Ça, c'est une étude qui est prévue. Mais il y a déjà 2 études cliniques qui ont démontré pour l'instant que ça a augmenté l'efficacité, de 50%. Donc, c'est très prometteur. Dans les thérapies ciblées aussi, amélioration. Avec les hormonothérapies, amélioration. Avec toutes les thérapies. Vous faites du sport, la question n'est pas débattue, tout le monde est d'accord. Ça réduit les risques de cancer tout court, prévention. Pendant les traitements, ça améliore la tolérance et ça améliore même les chances d'efficacité. Et en prévention tertiaire, c'est-à-dire de risque de récidive, il y a un effet. Donc vous aidez pourtant le corps à être plus fort, vous n'aidez pas la maladie à être plus fort. Et donc si j'en viens à la glutamine, et bien là aussi les études nous démontrent que, chez des enfants qui ont des risques de neuropathie importants avec des traitements comme la vincristine, on donne des fortes doses. C'est du 5 à 10 grammes. Oui, d'accord. 5 à 10 grammes de glutamine. Pendant les chimios, vous améliorez, vous réduisez une neuropathie. Vous avez une neuropathie parce que vous agissez sur, non pas... d'abord, la glutamine est un élément important, nourricier pour l'immunité, mais aussi pour les mitochondries. Oui. Mais vous avez un effet aussi sur l'épithèle digestif, vous améliorez la cicatrisation, et vous évitez le phénomène de réassimilation de la chimiothérapie. C'est-à-dire que la chimio est passée par voie veineuse, elle est éliminée par voie digestive, et elle est réabsorbée par l'intestin. Elle ne s'élimine pas. On revient au concept dont j'ai parlé tout à l'heure et au premier épisode. Plus une chimio perdure dans le corps, plus elle est toxique.
Et donc, parce que vous avez donné la L-glutamine, vous avez une diminution des neuropathies. Dans des gastroentérites toxiques, dans des mucites, des veines de bouche avec de la glutamine, on réduit. Des études cliniques ont été faites. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une recommandation de niveau 1, de niveau élevé, pour les mucites ORL. La glutamine en veine de bouche, ça réduit la mucite. Donc, vous voyez, on revient à cette idée. Après, donner de la glutamine tout le temps, ça n'a pas de sens. Voilà, on n'est pas sur une ça n'a pas de sens. supplémentation en continu. Non, on est sur une durée ponctuelle. On veut corriger un problème, une gastroentérite toxique, une mucite. Il y a une infection. La glutamine, c'est l'aliment numéro 1 avant le sucre pour l'immunité. Ouais. C'est vrai qu'on y pense donnez-leur. pas forcément. Donnez-leur, comme ça ils vont se battre, les soldats. Donc il y a un moment de crise, on donne. Maintenant, donner tout le temps de la glutamine, tout le temps à forte dose, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, voilà. Exactement. Vous avez une perméabilité intestinale augmentée, vous en donnez, et les composés sont faits. En général, les trucs qui agissent sur la perméabilité intestinale des laboratoires, il n'y a pas que de la glutamine. Il y a un peu de glutamine, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a associés à du zinc, à de l'aloe vera, des substances, toutes ayant leur action pour favoriser la cicatrisation. Et donc là, justement, dans le cadre, par exemple, d'une régénération de barrière intestinale, vous vous situez sur quel niveau de dose à peu près C'est du... Enfin, alors là, encore une fois, je ne suis pas le spécialiste, mais les laboratoires en général, ils ont des formulations entre 200 et 500 mg par complémentation, et en général, 1 à 3 fois par jour. Voilà. Oui, on est au moins 1,5 g. Dans des moments de crise, d'infection, je pense qu'on peut dire quand même 500 mg 3 fois par jour. Oui. Mais dans des moments de forte crise, je parle de gastroentérite toxique, comme avec une chimio comme le docétaxel, vous auriez une gastroentérite, une mucite de haut en bas. Il faut donner des quantités de jusqu'à 5 grammes, voire jusqu'à 10 grammes. Ouais. Mais encore une fois, pendant un temps. Sur une durée précise et délimitée. Très bien. Alors, que pensez-vous justement de l'apport additionnel du butyrate dans une visée de régénération de la barrière intestinale ? Alors, butyrate, donc on sait que c'est des acides gras courte chaîne, surtout intéressantes au niveau du côlon droit, mais pas que, et qui ont une action locale, mais pas du tout que locale. Il y aura un impact, parce que si déjà il n'y a pas de perméabilité intestinale, éviter l'inflammation qui diffuse, les relations axe cerveau-intestin. Et parce qu'il y a une action aussi sur la barrière cérébrale. C'est donc intéressant. Donc on sait que c'est un anticancéreux de façon générale, particulièrement intéressant évidemment dans des situations de perméabilité intestinale, particulièrement intéressant dans le cancer digestif, intéressant dans la récupération post-chimio, quand il y a une chimio toxique, c'est pas peine de donner avant, mais derrière, c'est là que ce sera le plus intéressant de donner pour aider l'intestin à là aussi, encore une fois, se reprendre. Et des prébiotiques vont avec. Enfin, de toute façon, c'est un prébiotique. Oui, alors oui, c'est un composé qui est issu de. Mais il a des actions directes favorables pour l'organisme, favorables pour la flore intestinale. Et vous l'utilisez dans d'autres indications que justement l'écosystème intestinal, ce post-biotique, ou vous allez sur d'autres indications ? Après, il y a tellement de choses à gérer. Il y a un moment où après on fait les tris de priorité. Donc si on sent que l'intestin va pas bien, ça va être un allié évident. Donc ça va rentrer dans le panel des substances intéressantes. Très bien. Alors j'aimerais vous parler aussi de la complémentation en coenzyme Q10 ou encore en acétyl-L-carnitine. Est-ce que vous l'utilisez pour réduire aussi certaines toxicités médicamenteuses ? Donc là, c'est intéressant, si vous allez sur le site de la Société d'oncologie intégrative internationale, on vous dira L-carnitine non recommandée. Oui, alors j'ai regardé le consensus en effet, et c'est vrai qu'au niveau de preuve, c'est pas très validé. C'est là qu'on voit que si on fait de l'oncologie intégrative comme ça, c'est pas de l'oncologie intégrative. Je suis désolé, ce n'est pas. C'est une technique, on essaie de faire comme les autres et de parler de substances naturelles, mais en parlant leur langage, le langage de la médecine conventionnelle, qui n'a pas cette approche fonctionnelle. Et donc l'L-carnitine, c'est pas toute seule. Et par contre, je suis désolé, mais pour l'avoir testé en pratique clinique, j'ai vraiment au moins un patient sur 2, quand je donne l'L-carnitine, il est content, ça lui a apporté quelque chose, il a moins de fatigue.
Donc il y a déjà un ressenti de moins Donc de statistiquement et dans la pratique clinique, il y a une évidence d'intérêt de la L-carnitine, mais je le dis tout de suite, si on fait des études, ben oui, toute seule, ce sera beaucoup mieux associé, parce que la L-carnitine, moi j'aime bien le caricaturer en disant que c'est une brouette qui amène le charbon, puisque ça transporte en fait les graisses, c'est pas magique, ça amène les graisses dans la mitochondrie pour dire allez ici pour être consommé et produire de l'énergie. Donc c'est la brouette qui amène, c'est tout, c'est juste une brouette. Bon, évidemment que vous avez intérêt aussi à apporter le charbon et à apporter tout ce qu'il y a de la mitochondrie, c'est pas que brûler les graisses. Donc c'est apporter le Q10 en même temps et apporter en général un complexe qui aide la mitochondrie à mieux fonctionner, avec la L-carnitine. Et ça, par exemple, c'est important sur tout ce qui est toxicité cardiaque, notamment. Alors, en fait, quand vous dites toxicité cardiaque, on revient à qu'est-ce qui fait qu'il y a la toxicité cardiaque. Il y a une toxicité cardiaque parce que... c'est un poison, parce qu'il y a une atteinte de la mitochondrie. Parce que, voilà, mais attention, si je fais du 5-FU, ce n'est pas une toxicité de la mitochondrie, c'est une toxicité vasculaire. Donc il y aura des espaces coronariens. Aux anthracyclines, par exemple. Si on parle de stress oxydatif généré par la chimio, elle passe par une toxicité, donc stress oxydatif, donc c'est les mitochondries qui souffrent. Et du coup, où est-ce qu'il y a beaucoup de mitochondries ? Dans le cœur et dans les muscles. Là où il y a besoin d'électricité, d'énergie, donc les muscles, les neurones, et après les organes nobles aussi, mais surtout les muscles et les neurones. Et donc du coup, on a une protection cardiaque, effectivement apportée par... Et d'ailleurs, quand même, on dit les antioxydants, il ne faut pas. Or, vous avez encore aujourd'hui un médicament qui s'appelle le Cardioxane, qui a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, qui est sur le Vidal, et qu'on peut donner avec les anthracyclines pour neutraliser les effets secondaires cardiaques. C'est juste, voilà, et on le fait en perfusion en même temps que. Et ça pose pas de problème. Et ça pose pas de problème, on ne se pose pas la question. Pourtant, c'est un antioxydant. Alors, c'est un antioxydant synthétique, il est certainement, à mon avis, pas aussi efficace, même s'il a démontré. Voilà, il y a des petites problématiques avec parfois quand même. On ne peut utiliser que dans des situations quand on a utilisé le médicament plusieurs fois. Mais vous voyez que bon, en médecine, c'est appliqué. On peut donner des antioxydants avec une chimio. Donc des fois, il faut se poser des questions. Alors maintenant, j'aimerais vous parler des oméga 3 et savoir si vous les conseillez pour limiter aussi les troubles causés par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Donc là, c'est intéressant qu'on vienne juste après le stress oxydatif. Parce que les oméga 3, ils sont intéressants s'ils ne sont pas brûlés, s'ils ne sont pas oxydés. Ah oui, parce qu'ils sont très sensibles à l'oxydation. Donc les images, j'aime bien les images. Si les graisses sont oxydées, bon, vous avez déjà senti une huile rance, elle est oxydée, elle est plus bonne au goût, mais elle est plus bonne aussi. Tout court, d'un point de vue fonctionnel. Oui. Elle est comme une graisse brûlée, c'est-à-dire que vous avez bu de l'huile de noix, vous l'avez mis sur le barbecue, elle a brûlé, elle est cramée, elle est noire, elle est toujours graisseuse, mais elle est plus bonne. Elle est pro-inflammatoire, elle a perdu toutes ses vertus. Donc, évidemment, les oméga 3, je pense que c'est logique de dire que le jour de la chimio, aucun intérêt d'exposer mon huile de noix au moment de l'explosion. Au contraire, vous allez générer des je vais radicaux libres. augmenter ma quantité de graisse disponible qui va pouvoir brûler et donc devenir toxique. Donc, le jour de la chimio, aucun intérêt. Dès que je me suis assuré d'avoir réduit le stress oxydatif, c'est intéressant, pour son côté anti-inflammatoire. Voilà. Et donc c'est le même principe que les hormones oxydées, c'est la même histoire que j'ai dit. Donc retenir qu'il faut effectivement protéger ces substances magnifiques que sont les hormones, que sont les oméga 3, il faut les protéger. D'ailleurs la nature a bien fait ça. Les poissons, ils sont riches en antioxydants. Ils ont des antioxydants qui vont avec leurs oméga 3. Vous prenez du macro, il y aura de la vitamine E, il y aura de la vitamine E en concentration élevée. Et qui va apporter cette protection naturellement, naturelle. Et qui protège du coup les graisses du poisson. La nature a pensé à tout, c'est formidable. Alors maintenant j'aimerais vous parler des sels de platine qui génèrent en fait une toxicité spécifique, qui est une néphrotoxicité, qui peut être accompagnée également d'une fuite de minéraux. Comment vous accompagnez justement donc, ces traitements Donc c'est un exemple intéressant, le cisplatine, parce qu'en fait après il y a aussi l'éloxatine et le caroplatine, sont deux versions différentes de celles de platine. D'accord. Et qui ne sont pas néphrotoxiques, quasiment pas, mais qui ont d'autres toxicités du coup. Le caroplatine passe plus par le foie et va donner plus une toxicité hépatique.
et du coup une diminution des plaquettes. Pourquoi ? Je ne sais pas, là vous me posez une colle. Là. Parce que le foie, c'est lui qui fabrique la thrombopoïétine, excusez-moi. le facteur de croissance pour les plaquettes, et du coup cette toxicité particulière vers le foie va faire qu'il fabrique moins bien la thrombopoïétine, donc du coup les plaquettes ont tendance à baisser. Voilà. Et donc c'est intéressant, si vous donnez des anti-inflammatoires ou des choses qui vont aider le foie à mieux fonctionner, vous aurez un effet sur les plaquettes. Eh bien ça, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Il faut revenir vraiment à la physiologie. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc le sel des platines, cette toxicité rénale, effectivement, elle est une réalité, on la connaît. Donc elle dépend de la dose, le nombre de cures, la dose reçue. C'est pour ça qu'on hydrate très fortement le jour de ces traitements. Donc vous voyez qu'encore une fois, on veut la chimio, pourtant on aide le corps à éliminer. En médecine, on le fait depuis longtemps. Et ça ne pose pas de problème sur l'efficacité ? Non ? Bon. Donc on aide le rein en hydratant beaucoup, mais en général on apporte aussi du magnésium, parce qu'il y a cette fuite de minéraux, et notamment du magnésium, et du calcium souvent. Oui, parce que c'est des fuites qui sont associées, je crois. Voilà, c'est souvent associé, mais le magnésium doit être une priorité pour vous, parce que le calcium, ça va être géré par les médecins pendant les perfusions. D'accord. Mais pour vous qui m'écoutez, c'est le magnésium, où clairement, de toute façon, déjà 30% des gens sont naturellement carencés. En chimiothérapie, en traitement, en maladie, il y a un stress intense permanent. Vous le savez, il y a une fuite de magnésium qui se crée et ça participe à la stabilité neuronale et à la gestion du stress, le magnésium. Donc vous avez intérêt à en apporter de façon générale. Mais alors là, s'il y a du cisplatine, vous avez intérêt à en apporter. Il y a un autre médicament utile aussi, c'est le Erbitux, une thérapie ciblée. Il y a une fuite de magnésium. Il faut apporter du magnésium dans ces cas-là. Et bien sûr, du magnésium biodisponible. Oui. Forme organique de magnésium. Voilà. Et est-ce que, je pense notamment à une association qui pourrait être intéressante, c'est l'association du magnésium avec la taurine, qui a un effet aussi osmorégulateur. Est-ce que ça pourrait être en plus, c'est un acide aminé soufré qui va soutenir derrière, il sera plus disponible pour le foie. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des formes biodisponibles intéressantes. Je n'ai pas répondu à la question sur la toxicité et comment on l'a fait. Je pense que le desmodium est une bonne réponse. Oui, au niveau de la protection hépatique. Parce que ce n'est pas que pour le foie, c'est aussi pour les reins. Oui, et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Voilà, et donc le sel de platine, d'accord. Avec desmodium. Donc avec du desmodium associé pour la protection hépatique. Voilà, et n'oubliez pas que le desmodium n'est pas un détoxifiant. Non, c'est un hépatoprotecteur. C'est un hépatoprotecteur. Alors certes, il aide aussi la régénération cellulaire, donc il aide à récupérer, mais il n'agit pas sur les phases 1 et 2, très peu. Enfin, c'est surtout une protection, c'est comme un parapluie, c'est ça à vos patients. Le parapluie, c'est bien quand il pleut. Donc la veille, pour bien prédier, le jour, le lendemain, peut-être quelques jours derrière si vous voulez aider la régénération, ou si le produit traîne trop, mais c'est surtout la veille, le jour, le lendemain, de l'exposition au traitement. Super intéressant. J'avais vu aussi que le coenzyme Q10 il pouvait être intéressant pour protéger les néphrons également. Oui, mais on est toujours dans cette idée d'être antioxydant, quand même, et d'aider la mitochondrie à mieux fonctionner. Donc, du tout, vous étiez l'élimination. Très bien. Alors, il y a certaines chimiothérapies qui vont générer des troubles gustatifs qui seraient améliorés, donc, selon certaines publications, donc, par la lactoférine et également la supplémentation en zinc. Est-ce que vous avez pu constater ce type d'amélioration ? Là, pour comprendre ça, il y a un mécanisme évident. Le problème gustatif, c'est la mycose. Oui. Donc là, on va passer rapidement en disant que c'est le problème, je dirais, infectieux qui est présent. Et l'inflammation. Donc effectivement, que si vous donnez des probiotiques et de la lactoférine qui aident l'immunité à être plus efficace, c'est une protéine qui a un effet sur les pathogènes, directement, qui va aider l'immunité. Oui. Bon, vous réduisez l'inflammation, donc vous avez un effet. Ensuite, il y a un deuxième effet qui est moins connu et qu'on a bien compris avec le Covid, bien que peu de gens en parlent, c'est la perte de goût liée au Covid était liée à deux raisons. Oui. Un, c'était le signe d'une carence en zinc. Oui. Je rappelle que le signe de la carence en zinc... Oui, c'est les troubles gustatifs déjà. Donc, d'où l'intérêt de la supplémentation en zinc. Et deuxième intérêt, c'est que c'est un cicatrisant. Oui, c'est vrai. Troisième intérêt, il a d'immunité. Oui. Bon, après, il agit sur 200 réactions de l'organisme. Donc le zinc, il le faut. La barrière intestinale. Et on va insister en disant que le zinc aussi, il fait la compétition avec les autres métaux.
et donc il nous permet d'éliminer les cadmium, plomb et compagnie. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est pas mal. C'est de la platine. Ouais. Ah ben oui, on le Voilà. voit. Donc il permet de faire la compétition, il aide à détoxifier, au sens mécaniquement, il vire les autres et il passe lui. Et enfin, il y a l'effet inflammation. C'est-à-dire que le Covid crée une inflammation. Quand les gens ont pas de perte de goût, en faisant des biopsies, on se rend compte que les cellules gustatives, elles vont bien. C'est qu'elles sont entourées d'inflammation. Donc imaginez qu'elles sont dans un fournier, elles sont dans des laves, vous êtes dans un volcan, vous ressentez rien, vous ressentez que la chaleur. Donc les cellules gustatives font plus leur rôle parce qu'elles sont dans un terrain inflammatoire qui perdure en post-Covid notamment, pendant et après. Et en traitant l'inflammation, et donc en traitant tout court la maladie et en traitant l'inflammation par des anti-inflammatoires comme du curcuma en local et autres, vous allez aider. Et la lactoferrine, les probiotiques, tout ça bien sûr, en local, évidemment, soutiennent l'action anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est un des rôles essentiels qu'il faut avoir. L'inflammation, de toute façon, ça favorise la cancérogénèse, donc vous ne vous tromperez jamais en aidant, en traitant l'inflammation, en sachant que l'inflammation, c'est toujours plusieurs facteurs. Vous agissez sur la voie des oméga 3, vous agissez sur le zinc, voilà, il faut agir sur différents leviers. L'infection éventuelle, la voie du NF-κB. Oui, la voie maître de la guerre. LOX2, c'est la Boswellia. Oui. Ouais. Et vous essayez d'éviter d'aller vers le COX-1. Ouais. Si vous donnez des doses trop massives d'oméga 3. Oui, d'accord. Qui fait que quand il y a trop d'oméga 3, on peut avoir une fluidité du sang, des saignements plus facilement. C'est vrai que ça a un effet un peu fluidifiant, les oméga 3. La voie COX-1 est une voie qui est anti-agrégante plaquettaire. D'accord. Donc ça explique que trop d'oméga 3 égale, on saigne plus facilement. C'est la voie du curcuma aussi, stimulée à forte dose. Il active cette voie COX-1 et l'aspirine. Mais bon. Donc c'est juste qu'il faut avoir une voie, encore une fois, pas qu'une chose pour traiter l'inflammation. Et la lactoferrine et des probiotiques, ça fait partie des situations, des choses intéressantes, surtout quand c'est local. Très bien. Alors, il peut y avoir aussi donc, une atteinte de la structure même des tissus conjonctifs par certains traitements. Donc, comment se manifestent ces détériorations tissulaires et surtout, comment peut-on aider à cette régénération de la matrice extracellulaire lorsqu'elle est touchée? Voilà, la matrice, comme on dit, c'est important de l'avoir à l'esprit. Effectivement, elle peut être touchée et elle joue un rôle essentiel. On parle souvent des toxicités liées à l'action sur les cellules. Les traitements sont surtout toxiques sur les cellules. Mais il y a des traitements, et notamment, je pense à la radiothérapie, qui vont avoir un effet sur les tissus de soutien, la matrice. Et du coup, ça entraîne de la fibrose. Alors, on traite ça comme en médecine anti-âge. On donne des choses qui vont stimuler les fibroblastes pour qu'ils fabriquent du collagène. Évidemment que c'est bien beau de les stimuler, il faut qu'ils aient du matériel. Donc le collagène. D'accord, donc on peut donner des peptides de collagène. Les peptides de collagène vont être un outil, mais ce n'est pas suffisant. Non, c'est bien d'apporter des briques, mais après il faut les maçons, il faut tout, encore une fois. Et du silicium peut-être. Donc la silice, c'est intéressant, le collagène, la vitamine C qui est essentielle dans ce process. Oui. La carence en vitamine C, c'est le scorbut, c'est exactement la matrice qui se délite. La preuve vivante que la matrice qui se délite et qui ne marche plus. Donc après une radiothérapie, pour éviter cette fibrose, apporter ce qui va aider et soutenir, c'est utile. Après, vous avez quelque chose d'avenir qui va se faire de plus en plus, c'est la photobiomodulation. Ah oui, c'est très intéressant. Qui va activer les mitochondries, mais encore une fois, vous activez les mitochondries, c'est gentil, mais si derrière, elles n'ont pas ce qu'il faut pour... Parce que, par exemple, vous allez activer les mitochondries, notamment des fibroblastes. Donc du coup, vous allez avoir des fibroblastes qui vont se revivre, entre guillemets, alors qu'ils ont été canardés par le rayon et qui sont justement en faiblesse absolue, d'où la fibrose. Là, tout d'un coup, vous leur redonnez, par la stimulation des récepteurs chromophores, qu'on trouve surtout dans les mitochondries, ça va activer l'énergie, et tout d'un coup, ils vont revivre. C'est l'histoire de l'olivier qui est mort, et vous savez, vous ouvrez la racine, et clac, l'olivier il repart des racines, il repart. Vous êtes avec la photobiomodulation, vous allez redonner de la lumière, redonner de l'énergie. Et c'est là qu'il faut donner à manger aussi. Donc il faudra donner du collagène et autres, etc., pour optimiser l'efficacité de ces techniques-là. C'est déjà en effet, mais pensez à supplémenter, quoi.
Ah, c'est passionnant ça, la photomodulation. Écoutez, docteur Mouisset, je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour votre générosité dans tous ces partages. On s'arrêterait pas. Vous êtes passionnant, donc vous êtes passionné et passionnant, donc on peut discuter avec vous pendant des heures. Mais malheureusement, il faut à un moment donné aussi. On a donné envie, on a donné faim. Voilà, c'est parfait. Cas, c'était vraiment passionnant. Merci pour tous vos éclairages. Je rappelle à tous nos auditeurs qui veulent mettre aussi leur pierre à l'édifice du centre ressources, surtout qu'ils n'hésitent pas à contribuer en faisant un don. Encore une fois, donc on vous mettra le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à liker bien sûr et à le partager. Et bien sûr, continuez à nous suivre. Docteur Mouisset, je vous laisse le mot de la fin. Sur le soutien, j'insiste, vous donnez 5 € par mois, vous vous affiliez aux dons réguliers. Ça nous soutient parce qu'on sait qu'on a un soutien régulier. Aujourd'hui, on a 7 000 € tous les mois qui tombent, ça paye presque le loyer. Parce que des gens donnent 5, 10 €. Si vous défiscalisez, et si à titre professionnel vous défiscalisez, c'est 60%. À titre individuel, 66%. C'est-à-dire que vous donnez 10 € par mois, en fait, ça vous coûte un café par mois. Et vous faites une super action. Une super action. Donc voilà, c'est un moyen. Vous participez, vous vous branchez sur un plan énergétique et spirituel à une énergie, à une communauté qui est tournée vers la santé intégrative, vers un changement de paradigme. Donc je vous invite à nous rejoindre par ce biais-là et ensuite à suivre effectivement les présentations. Allez sur Ressources Channel pour voir les différentes vidéos. Voilà, allez voir toutes les vidéos. C'est ressources-channel.fr. Régalez-vous, même allez voir les trucs anciens de 2008, je vous assure, il y a encore des choses il y a toujours des valables. Très intéressant. Moi, je m'en suis nourri et je peux vous dire que c'est vraiment très très pointu. Donc, n'hésitez pas et c'est offert gracieusement. Donc, ça fait partie aussi de votre générosité. Le livre, c'est pareil, c'est en l'aidant, vous aidez la cause aussi, parce que ça fait connaître. Ça a été fait pour les patients, mais aussi pour les thérapeutes. Ah oui, parce qu'en fait, il y a des sujets quand même très pointus qui sont abordés. Et ce qui est, moi, je trouve que c'est, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est fait d'une façon très pédagogique, donc très bien illustré encore une fois. Et vraiment, c'est une Bible. Et puis là, on revient aussi aux fondamentaux de la physiologie. Donc, je ne sais pas combien de temps vous avez pris pour écrire cet ouvrage. 4 ans. On sent que vous avez mis en tout cas beaucoup de passion et de cœur en tout cas dans cet ouvrage. Merci infiniment. Merci, docteur Mouisset. Au revoir, à bientôt. Au revoir.